Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui comment en fait on peut faire l'expérience de l'unité dans un monde qui est marqué vraiment par justement la séparation, qui est marqué par ce qu'on appelle la dualité, comment on peut arriver individuellement à vivre notre unité intérieure dans un monde totalement duel, alors même que notre personnalité en tant qu'humain est marquée justement par ce qu'on appelle la fragmentation de l'ego. Avant de commencer à rentrer dans un partage qui sera forcément intellectuel et qu'on va essayer quand même au fur et à mesure de mettre dans ce qui caractérise la sophroanalyse, eh bien déjà on va se présenter. On va se présenter, Nathalie et moi, pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a parmi les participants de ce soir des étudiants qui sont en cours de formation, des étudiants qui ont fini leur formation, dans certains cas praticiens qui sont devenus sophroanalystes, et également des personnes qui se connectent à cette conférence pour la première fois et qui n'ont peut-être jamais entendu parler de la sophroanalyse, jamais entendu parler de l'Institut européen de sophroanalyse et peut-être jamais entendu parler de Nathalie. Alors, justement, alors, bonsoir à tous, enchantée de voir tout ce beau monde-là, avec beaucoup de têtes qu'on connaît. Donc, ça, c'est super sympa, parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas vu, beaucoup de monde que je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, moi, je suis sophroanalyste, je ne fais pas que ça, je suis aussi enseignante neuro et je suis aussi formatrice à l'Institut européen de sophroanalyse. Donc, que dire sur Nathalie, à part que voilà, j'espère qu'on va partager ensemble sur cette heure notre passion. En tout cas, je vais vous transmettre ma passion de la sophroanalyse avec quelques clés pour traverser, on va dire, cette période un peu particulièrement agitée, une période aussi très dans la peur, justement, pour arriver à s'ancrer, mieux se connaître, justement, pour mieux s'ancrer. Et c'est pour ça que ce soir, nous allons parler des sous-personnalités qui nous habitent. Donc, tous ces petits moi-là, tout autour de nous, qui font partie de nous, c'est un peu comme si nous étions un peu schizophrènes, excusez-moi le mot. totalement dissociés. Mais voilà, ce sont tous ces moi qui constituent notre moi, mais en même temps, ils ne sont pas totalement nous. Donc, on va essayer de vous faire une ellipse un petit peu, de savoir comment toutes ces petites personnalités se structurent et d'où elles prennent naissance. Voilà. Donc, comme disait Arnaud Desjardins, je ne devrais pas dire bonjour, je me présente, je suis Alain. Je devrais dire bonjour, je me présente, nous sommes Alain. Et tous les Alains donc, qui particulièrement motivés par la pratique des années, bientôt 10 ans, de la sophroanalyse intégrative et surtout son enseignement. Et je dois dire qu'à chaque formation, à chaque promotion, qu'on accompagne sur vraiment plusieurs mois, des fois plusieurs années, je ressens le privilège, en fait, la chance que j'ai de pouvoir transmettre cette belle méthode qui n'est pas une fin en soi. Hein. C'est une méthode, je dirais, c'est une pratique psychocorporelle qui va engager en fait la personne dans toutes ses dimensions pour aller contacter qui elle est au-delà de ses apparences, au-delà de ses croyances et surtout au-delà de ses peurs. Et que justement, pour pouvoir se réconcilier, notamment avec son passé, pour pouvoir à la fois non pas se débarrasser de ses peurs, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait un chemin vers l'unité intérieure qu'on est débarrassé de la peur. On reste des humains, on reste des personnes qui sont vivants un jour et peut-être morts le lendemain. Donc on reste dans notre humanité, on reste dans cette dualité profonde de l'humain, mais on peut contacter quelque chose en soi qui est justement s'appelle le soi. Et ce soi peut revêtir, on le verra, des aspects qui sont soit purement, je dirais, laïques, donc un soi défini comme un sentiment d'unité et de réunification intérieure, purement humain, ou qui, selon le chemin de chacun, peut nous amener finalement à contacter une dimension qu'on pourrait résumer par un humain divin qui vient faire l'expérience ici, dans la dualité
justement de ce qu'il est en essence, de ce qu'il est dans sa dimension peut-être la plus sacrée. Donc, mais ça, ce n'est pas la sophroanalyse qui le définit. Vous comprenez? C'est une clé qui ouvre une porte, qui peut ouvrir des portes, mais elle ne dit pas à la sophroanalyse ni comment est la clé, ni comment est la porte, ni comment est ce qu'il y a derrière la porte. Et quand on ouvre la porte, eh bien, souvent, on découvre vraiment des multiples aspects de soi-même, et qui peuvent parfois, justement, un petit peu inquiéter, ou parce qu'il y a des aspects de soi-même qu'on n'aime pas trop, ou qu'on ne connaît pas du tout. Et la première des clés pour pouvoir aborder toute cette pluralité, ce que j'appelle vraiment la pluralité de l'ego, c'est avant tout de respirer. C'est ce qu'on va commencer à faire ensemble. On va vous proposer une petite méditation d'une dizaine de minutes à peu près, et qui nous mettra tous ensemble déjà, qui nous permettra de tous nous connecter dans le souffle, dans le cœur, dans la présence, et qui nous rendra donc tous peut-être plus réceptifs à ce qui va être proposé dans ce qu'on va vous raconter, mais réceptifs également à vous-même, à ce dont cela va vous parler, peut-être aux clés de compréhension que cela va vous donner, que vous ayez fait un long chemin ou pas déjà en sophro-analyse. Donc pour cela, nous vous invitons à déjà bien couper les micros et à fermer les yeux tranquillement, tel que vous êtes installé maintenant. Dans un premier temps, prenez simplement conscience de votre corps, de la position dans laquelle vous êtes là, ici et maintenant, de pouvoir peut-être l'ajuster afin qu'elle soit le plus confortable pour vous. Pouvoir limiter toute forme de tension inutile. Une fois parfaitement installé, nous allons juste vider nos poumons en expirant profondément. Puis nous laissons la respiration redevenir naturelle. Et nous nous mettons simplement à l'écoute justement de notre respiration. Simplement observer comment ça respire en vous. Est-ce une respiration profonde, courte? Une respiration abdominale ou thoracique? Simplement observer, sans rien modifier. Gentiment, laissez votre attention descendre dans votre ventre. Et là, nous allons tous ensemble respirer 3 fois dans la zone du ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez par la bouche, dégonflez, relâchez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Et là, vous laissez la respiration se faire naturellement, sans aucun effort. Vous mettez simplement à l'écoute des sensations dans votre ventre.
Et gentiment maintenant, laissez votre attention monter jusque dans l'espace de votre cœur, au centre de votre poitrine, dans votre chakra cardiaque. Ici, nous allons respirer. Nous allons respirer 3 fois. Inspirez. Laissez votre cage thoracique se gonfler d'air, de photons, d'énergie lumière. Et expirez toute cette énergie lumière à l'intérieur de votre poitrine. Inspirez. Inspirez toutes les particules de lumière, les photons. Expirez dans votre cage thoracique. Laissez se diffuser toute cette lumière à l'intérieur. Une dernière fois, inspirez toute cette énergie photonique, l'énergie de lumière dans votre cœur. Et expirez à l'intérieur de votre cage thoracique. Là, vous laissez la respiration redevenir naturelle. Vous mettez simplement à l'écoute de votre chakra cardiaque, du centre de votre poitrine. Et nous allons continuer à respirer dans cet espace. Prenez une profonde inspiration. Inspirez tout le prana, particules de lumière tout autour de vous. Expirez au-delà de vous. Expansez. Inspirez toute cette belle énergie photonique, énergie de lumière. Expirez, expansez tout autour de vous. Inspirez. Expansez tout autour de vous. Sentez qu'à chaque expire, une bulle de lumière se constitue tout autour de vous. Continuez à respirer ainsi. Plus vous respirez, plus vous constituez votre bulle de lumière. Plus vous respirez, plus vous vous nourrissez de cette énergie lumière, de ce prana. Plus vous respirez dans votre cœur, plus vous ouvrez cet espace. Vous laissez la respiration redevenir naturelle. Vous êtes maintenant parfaitement installé dans une bulle de lumière. Une bulle de lumière régénératrice, nourrissante, dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien, détendu, relâché. Je vous invite à profiter des sensations agréables que vous rencontrez. Et à vous déposer dans ces sensations. Sentez votre corps qui se relâche depuis votre tête, votre cou, vos épaules et vos bras, jusqu'au bout des doigts. Votre cage thoracique et votre ventre. Votre bassin qui se relâche. Sentez votre dos qui se détend. Votre colonne vertébrale parfaitement alignée mais souple. Respirez. Sentez vos fessiers maintenant qui s'étalent sur leur support. Vos cuisses qui se relâchent. Vos genoux qui s'ouvrent.
vos jambes qui se détendent, les chevilles qui se déverrouillent et vos pieds qui se détendent jusqu'au bout des orteils. Inspirez profondément tout en prenant conscience maintenant de votre corps dans son entièreté, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la pointe des pieds. Sentez votre corps parfaitement détendu, flottant à l'intérieur de votre bulle de lumière. Sentez comme dans cette bulle de lumière, vous reposez sur le socle de votre sacrum, enraciné à partir de ce chakra primordial qui nous relie au cœur de la terre, enraciné en vous-même et à l'énergie féminine et maternelle de la terre. Et à partir de ce premier chakra racine, inspirez profondément jusqu'au sommet de votre tête, jusque dans le chakra coronal et sa merveilleuse fleur à 999 pétales. Inspirez de haut en bas et de bas en haut. Et reliez-vous ainsi de vos racines, plongeant jusqu'au cœur de la terre, jusqu'à vos racines dans le ciel. L'énergie paternelle et masculine du ciel. Sentez là comme un canal de lumière, vous reliez du cœur de la terre jusqu'au sommet de votre crâne, et laissant passer de la lumière qui vous relie jusqu'à un grand soleil comme une source de lumière au centre de l'univers, un grand soleil central. Toute cette énergie vous traverse de haut en bas et de bas en haut. Inspirez, savourez ce socle une fois physique de votre corps détendu, déposé sur le sol, sur votre fauteuil, sur votre coussin, et à la fois ce socle de pure énergie sur lequel, rien qu'en respirant, rien qu'en vous connectant, vous pouvez toujours compter, et qui relie deux aspects fondamentaux de l'humain, votre enracinement dans l'humain, et peut-être votre connexion à ce qui est sacré pour vous. Inspiration tertiaire. Là, maintenant, parfaitement installé dans vos racines terrestres, parfaitement connecté à vos racines célestes. Inspirez profondément et connectez maintenant votre deuxième chakra, sous le nombril. Prenez contact avec son énergie, peut-être sa couleur, une couleur orange. Écoutez simplement les sensations. Et respirez maintenant jusque dans votre chakra de la gorge. Pour relier ce chakra sacré au chakra de votre gorge, au chakra de la créativité,
Sentez un lien invisible relier ces deux chakras. Ce lien avec votre respiration. Écoutez la qualité de ce lien. Observez si c'est fluide, si ça l'est un peu moins. Et alors, si ça l'est un peu moins, de simplement respirer en mettant l'intention de connecter ces deux chakras ensemble. Respirez. Et puis maintenant, simplement profitez de toutes les sensations que cela peut vous procurer. Nous connectons le monde des émotions et le monde de l'expression de soi à travers cette connexion. Respirez. Bien installé. Ce canal de lumière, commencez à monter un peu plus haut dans le plexus solaire. Respirez là, dans ce centre qui est relié à notre intelligence humaine, qui est aussi le centre du mental, de celui qui parfois on en fait, de celui qui nous permet également de faire des choix dans notre existence, des choix humains, qui est aussi celui des interdits, ce qu'on appelle le parent intérieur, qui va poser des limites moins grandes dans notre existence, des limites parfois nécessaires. Inspirez, en invitant à l'ouverture, au développement d'une intelligence éclairée par cette lumière, et remonter doucement jusqu'à venir respirer dans le point entre les deux yeux, le troisième œil, le chakra ajna, qui lui vibre sous la couleur bleu indigo et qui est le chakra de la conscience pure, du discernement, de notre capacité à justement pouvoir appréhender le monde avec ce qu'on pourrait appeler les yeux de l'âme, celui qui nous donne une claire vision de nous-mêmes et également des situations en allant au-delà de leurs apparences. Inspirer entre ces deux aspects, vous les amener à se rencontrer, à se relier, peut-être même à œuvrer ensemble à ce qui est de l'ordre de la création. Inspirez. Vous invitant à l'ouverture et en respirant peut-être même dans le troisième œil jusqu'au centre de votre cerveau, dans cette petite pépite de conscience qu'on appelle la glande pinéale. Dans cette connexion de pouvoir élargir votre conscience et développer votre claire vision. Inspirez. Respirez profondément dans toutes ces connexions que nous venons d'établir. Chakra racine, chakra coronal, chakra sacré, chakra de la gorge, plexus solaire, troisième œil. Et amenez toutes ces connexions au centre de votre poitrine.
dans votre cœur, dans l'espace sacré de votre cœur. Faites monter l'énergie des chakras du bas vers le centre de votre poitrine, l'énergie du chakra supérieur vers le centre de votre peut-être sentir à l'intérieur comme un mouvement, comme une vague qui vient s'installer. Alors je vous invite à vivre cette vague. Maintenant sur l'expire, lorsque vous montez l'énergie des chakras du bas, lorsque vous descendez l'énergie du chakra supérieur dans votre cœur, sur l'expire à expanser toutes ces connexions à l'extérieur de vous. Et là, de simplement profiter des sensations douces et agréables qui s'installent. De laisser ce mouvement d'expansion se faire à travers vous, par la respiration, peut-être même par le mouvement de votre corps. Respirez. Et sentez en même temps que vous vous enracinez au centre de votre cœur. Que vous prenez racine au centre de votre cœur. En respirant ici, souvenez-vous. Invitez à intégrer cette expérience dans toutes vos cellules, jusqu'au cœur de votre ADN. Vous vous souvenez, non juste en vous asseyant, en respirant, en vous reliant à partir de votre corps physique à des énergies qui vous traversent, des énergies parfois duelles. Vous pouvez trouver au cœur de vous-même un espace paisible, où tout est réuni, où tout est peut-être pour vous une occasion de vous pacifier, juste par le souffle du cœur. Respirez dans le souffle de votre cœur. Ancrez-vous dans le souffle de votre cœur. Dans ce souffle, invitez-vous à vous accueillir, à accepter tout ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. À vous ouvrir grand les bras, grand le cœur, avec un oui total à vous-même, au-delà même de toute idée, de toute image que vous pouvez avoir de vous, au-delà de tout jugement, juste un oui à vous-même. Et puis tout doucement, profitez encore quelques secondes des sensations que vous sentiez.
Puis revenez en conscience à votre corps. Sensation de vos pieds déposés sur le sol, de votre bassin, votre dos, votre tête. Vous pouvez laisser le corps s'étirer comme il en a besoin après cet ancrage. De reprendre le contact visuel quand ce sera juste et bon pour vous, tout en gardant cette qualité, cette disposition intérieure pour la suite de notre conférence. Vous pouvez vous étirer, bâiller, boire de l'eau. Ramener les mouvements, tonus musculaire. Bon, nous espérons que vous vous sentez bien. Que personne s'est endormi. Avec cette méditation, a priori, après notre partage, vous pourrez peut-être vous endormir comme des bébés. Donc, juste à ce moment-là, quand vous vous glissez sous la couette à votre corps, à votre esprit, à tous vos corps, à toute votre dimension, à toute votre densité corporelle, de se souvenir de cet esprit, de cet espace que vous avez pu contacter. Car c'est bien là l'idée. Respirer, c'est faire de l'espace pour que puisse advenir quelque chose d'autre que ce qui nous occupe, que ce qui nous agite, que ce qui nous divise souvent, quand justement nous ne sommes pas conscients de ce qui se joue, de ce que nous jouons, de ce que nous peut-être agissons, créons par nos pensées, sans en avoir l'air, sans en avoir du tout conscience. Nous pensons être une personnalité, quelqu'un, je suis Alain, je suis comme ça, et moi dans ma vie, voilà. Mais en fait, comme on le disait en introduction, le jeu est un pluriel complexe, un pluriel compliqué, et peut-être même un pluriel qui aime bien les complications. En fait, comment on voit ça? Comment on peut s'apercevoir qu'au-delà de cette personnalité unifiée, apparemment, par quelqu'un, par un nom, par ce qu'on valorise en plus dans la société comme étant « c'est une femme, Nathalie, qui a beaucoup de personnalité. » Oui, elle en a beaucoup, elle en a plein. Eh bien, c'est par les symptômes. Et les symptômes, c'est quoi? Avant tout, là, on ne va pas parler de maladie, de symptômes psychopathologiques ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on manifeste. Qu'est-ce qu'on manifeste dans notre quotidien? Des comportements, des réactions, des émotions, des pensées, des images que nous nous faisons du monde, et que ces images que nous faisons du monde, en fait, sont celles qui influencent nos actions dans le monde. Et derrière ces émotions, si on tire le fil, on s'aperçoit qu'il y a presque des sous-personnalités. Une émotion, c'est un message que nous envoie l'inconscient. Et observez, comme vous pouvez avoir des émotions différentes avec différentes personnes, des comportements totalement différents avec différentes personnes. Dès que vous avez une réaction envers quelqu'un, dès que vous avez une émotion, qu'elle soit waouh, ou qu'elle soit au contraire comme il peut tant en avoir aujourd'hui, cela parle non pas de l'autre, mais de nous-mêmes. Parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel qu'à l'intérieur de nous, des sous-personnalités, justement, veulent le voir. Nous ne voyons pas l'autre
À la limite, je pourrais dire, je ne vois pas Nathalie telle qu'elle est, je vois, entre guillemets, ma Nathalie. La Nathalie que je vois à travers tous mes filtres. Certes, très aimant à son égard. Mais je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un vous dit « Ah, mais les choses sont comme ça », non, elles ne sont pas comme ça. Elles sont comme ça parce que j'ai un système de croyance qui me les fait croire ainsi. De même pour toutes les personnes. Et ces modes donc qui nous font nous représenter le monde, qui est donc une image, toutes ces images que nous projetons sur les autres, sur les situations, y compris sur peut-être l'hallucination du monde qu'il y a dans laquelle nous vivons, font appel à des aspects différents, quasi un puzzle, un véritable système qui fonctionne quasi de manière mécanique. Pour rajouter sur cette description plus ou moins complète sur les sous-personnalités, savoir que chaque sous-personnalité a son système de croyance, sa façon de fonctionner, plus ou moins agréable ou désagréable. Ces sous-personnalités ne sont pas forcément exprimées, c'est-à-dire qu'elles sont latentes dans notre inconscient. Comme exemple, par exemple, je suis avec quelqu'un qui mérite profondément, parce qu'on en parlait tout à l'heure, parce qu'il est très... C'est quoi le terme que tu utilises ? C'est un frimeur. C'est un frimeur. Il fait son coq. C'est un frimeur, et bien peut-être que ça peut venir me titiller parce que ma sous-personnalité frimeuse, peut-être, est enfermée et ne peut pas s'exprimer. Alors, vis-à-vis de l'autre, je ressens peut-être de l'agacement, de la jalousie. Je ne sais peut-être même pas que je suis jaloux. Je ne sais peut-être même pas que je suis jaloux. En tout cas, ça crée en moi quelque chose, un espèce de paquet émotionnel que j'ai besoin d'expulser sur l'autre, comme l'autre étant comme la cause de mes problèmes, de mon ressenti. Donc, toutes ces sous-personnalités font bien partie de nous. Elles ont toutes besoin à un moment donné d'avoir le micro. Le problème, c'est que nous, on est identifiés plus ou moins à 2 ou 3 aspects de nous. Genre, moi, je suis quelqu'un avec du caractère. Ça, c'est une sous-personnalité. Ou moi, je suis quelqu'un qui me sent nul. Je crois que je n'ai pas le droit de réussir dans la vie, que de toute façon, quoi que je fasse, je vais échouer. Donc voilà des exemples de sous-personnalités qui se cachent à l'intérieur de nous et qui bataillent pour se faire entendre. Et cette bataille se fait soit à l'intérieur, toujours à l'intérieur d'ailleurs, Ça commence par l'intérieur. mais vient se matérialiser dans ma relation à l'autre. Ce qu'on dit souvent en formation, c'est que les guerres dans le monde, ce que vous pouvez voir dans le monde actuellement, n'est que la manifestation des conflits intérieurs de milliards d'humains. Des gens en paix ne peuvent pas produire un massacre. Toujours nous échangeons avec Nathalie, et Nathalie me disait, si tu as contacté ton enfant intérieur, non, si tu as contacté ta lumière. Ta lumière, oui, c'est ça, si tu as contacté ta lumière, je te laisse parler. Si tu as contacté ta lumière, tu ne peux pas salir. Parce qu'on parlait justement des pollutions, des gens qui jettent des mégots, des trucs comme ça dans la nature. Parce que nous vivons dans un magnifique endroit de nature qui, quand on passe, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets. Oui, il y a même des masques. Dans notre forêt, il y a des masques par terre. Et donc, lorsque tu as contacté quelque chose à l'intérieur de toi qui est pur, tu ne peux pas salir, puisque tu te rends compte que ce qui est à l'extérieur aussi fait partie de toi. Donc, du coup, il y a cette espèce de complétude intérieure-extérieure qui vient se poser en nous. Donc, il n'y a pas cette possibilité d'être quelqu'un, entre guillemets, de sale, parce que justement, ma sous-personnalité sale, je l'ai visitée, je l'ai explorée, j'ai pu voir de quelles croyances elle est constituée, de quel discours aussi elle est constituée et surtout de quelles émotions et de quels besoins elle est également constituée. J'ai vécu à un moment donné justement cette expérience-là, au moment de prise de conscience que la pollution, on va dire, dans la Terre était finalement le résultat des toxicités intérieures.
Si je me considère comme quelqu'un de toxique, alors forcément, mais je ne le sais pas, hein, je vais projeter ce qui est toxique en moi dans le monde. Ou alors, je vais devenir une maniaque du ménage. Et la maniaque du ménage peut cacher un aspect qui va peut-être s'exprimer dans tel ou tel domaine de la vie. Par exemple, je peux être une maniaque du ménage chez moi, mais je peux être bordélique au boulot. Vous voyez, il y a toujours cette caricature, on va dire, par exemple, du dominant et du soumis. Il y a le fameux gendarme qui est Cruchot. Souvenez-vous de Cruchot dans les gendarmes à Saint-Tropez. Voilà. Il est totalement soumis et visqueux et vraiment voilà, comme ça, dès qu'il y a un haut gradé avec lui, mais dès qu'il pense être adjudant chef, alors il devient un véritable dictateur. Donc nous avons les deux. Ce qui est important à bien comprendre, parce qu'on pourrait parler des heures, de tas d'exemples, parler de cas, etc., mais ce n'est pas l'idée, c'est de savoir que quand il y a un aspect, il y a forcément l'autre aspect derrière. Okay? Quand il y a un bol, il est concave et il est convexe. Il n'y a rien dans l'univers matériel, dans la manifestation, qui échappe d'une manière physique ou d'une manière, on va dire, philosophique ou d'une manière spirituelle à cette dimension. C'est notre expérience en tant qu'humain que de vivre cette multiplicité d'aspects qui sont a priori contraires. Et même si je n'en ai pas conscience, ce qui est important, c'est que c'est là. Et que là où nous pouvons prendre conscience de ces aspects, le terrain, si je puis dire, celui qui est le plus enseignant, celui qui est, on va dire, qui est quasiment un ashram dans le quotidien, c'est la relation à l'autre. Parce que l'autre me parle sans arrêt de moi, de même que je lui parle de lui. Parce que dans cette dimension-là, nous ne nous sommes pas séparés. Mais nos aspects sont étant opposés, par exemple dans un conflit personnel, parlent d'un conflit intérieur qui n'est pas résolu, qui n'est pas conscientisé. Tout simplement parce que ces aspects-là, je peux avoir par exemple un aspect dominant dans ma personnalité, et l'autre a été complètement refoulé, voire est complètement nié. Il est là, mais je ne veux pas le voir. Hein, ça se voit souvent aussi dans le développement personnel, ou quoi, il y a cette grande idée qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Ok. Et j'adhère à 100% que l'amour est vraiment l'ingrédient le plus fort, le plus puissant à la réconciliation intérieure et à la manifestation de ce que nous pouvons être en tant qu'humains ou humains divins. Encore une fois, ça c'est le choix de chacun et la conscience est le chemin de chacun. Mais on ne peut pas échapper à l'idée, par exemple, que s'il y a l'amour d'un côté, dans la manifestation humaine, forcément il y a la haine de l'autre. C'est les deux, mon capitaine, les deux. Et que pour pouvoir voir qui l'on est véritablement, il faut forcément que je passe par cette dualité. Parce que si je ne reconnais qu'une seule main, je suis manchot. Et pourquoi cette main est derrière? Pourquoi cet aspect a été refoulé? Pourquoi je le manifeste de temps en temps? Par exemple, je peux être quelqu'un qui est vraiment dans la paix, dans la gratitude, dans la bienveillance avec les autres, mais parfois, j'aurais bien envie de castagner quelqu'un. Hein? Ça nous arrive à tous. Et on va dire, ah non, je ne veux pas de cette colère. Non, je suis un être d'amour, moi. Mais non, mais cette colère-là, elle est là. Donc, si je la rejette, si je la refoule, si je ne la laisse pas s'exprimer à un moment donné, certes en conscience, alors est-ce que je suis en amour pour cet aspect-là? Parce que cet aspect-là, il se trouve qu'il a besoin d'amour et que cette division intérieure, cet éclatement de nos moi qui arrive à nous faire manifester justement des émois et des émotions et des comportements des fois totalement paradoxaux, ont une histoire.
ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce que, justement, dans l'enfance et dans le transgénérationnel, ils se sont construits, ils se sont organisés à une fin, on va dire, à des fins bien précises. Alors, comment justement naissent ces aspects de nous? Comme vient de le dire un petit peu Alain, ça naît en tout cas de la relation que nous avons avec notre cercle familial. Petit, je suis très intelligent, donc je sais ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour être aimé. Donc je sais quel attribut je peux présenter à mes parents, à mes frères et sœurs pour être accepté. Donc ce qui veut dire que je vais commencer très petit à rejeter des parties de moi. Alors, soit je les rejette, elles sont effectivement refoulées et elles continuent à exister dans mon inconscient et l'énergie pulse, pulse, pulse et viendra se rejouer dans une relation avec eux pour que justement j'ouvre la porte à cet aspect-là. La relation amoureuse, par exemple. Amoureuse ou avec le patron. Ou soit cet aspect, je ne l'ai pas complètement mise de côté. Je me suis organisée là dans ma tête pour qu'elle puisse s'exprimer par exemple au travail. Voilà. Au travail, je peux être la patronne dragonne. Je donne des ordres, je suis directive. Et puis quand je rentre à la maison, cet aspect-là, je le laisse au travail. À la maison, je suis la petite femme gentille, soumise. C'est comme ça que se constituent ces aspects. C'est en fonction de comment l'enfant a compris qu'il devait se comporter, s'adapter avec ses parents et les gens qui lui ont apporté un certain nombre d'amour et d'éducation quand il était petit. Ainsi, j'ai pu avoir, par exemple, une mère très autoritaire. On peut voir souvent les mères qui peuvent être très autoritaires dans l'histoire des personnes qu'on accompagne avec les enfants, très intrusives, très contrôlantes, mais complètement soumises à leur mari. C'est un cas, on va dire, c'est une histoire fréquente. Eh bien, l'enfant, lui, a absorbé deux énergies. Il a absorbé l'énergie de l'autorité de la mère, mais également la soumission. La soumission de sa mère dans la relation avec son mari. Mais également, il a intégré le fait que pour être en lien avec sa mère, pour pouvoir être aimé par sa mère, il devait lui-même être soumis. Et il a été régi par des énergies qui vont donc lui faire manifester tantôt avec une personne cette dimension autoritaire, par exemple la dragonne au travail, et quand je rentre à la maison, peut-être la soumission au mari. Et peut-être que même pourrais être dragonne. Ou alors avec mes enfants. Ou alors justement, je vais développer, et c'est là où c'est intéressant, parce que une sous-personnalité en amène l'autre, et que je vais peut-être développer une autre sous-personnalité qui fait que, ayant souffert de l'autoritarisme et de l'intrusion de ma mère, je vais essayer peut-être d'être au contraire très aimante, très bienveillante avec mes enfants. Mais encore une sous-personnalité, comme j'ai manqué peut-être d'un contact, d'amour enveloppant, de l'écoute avec ma maman quand j'étais petit, alors je vais peut-être avoir une autre sous-personnalité qui va peut-être être étouffante avec mes enfants, trop mère poule, voire à être intrusive comme la mère l'était, mais dans une autre énergie. Donc vous comprenez que là, ce qui est intéressant, c'est de voir que très petit, et même tout petit, ça commence à se mettre en place, comme on en avait parlé lors de la première conférence, dès vraiment la naissance, hein, on commence, la psyché commence à organiser justement la manière dont nous pouvons plus ou moins réagir, interagir avec les autres en fonction de ces sous-personnalités. Et d'autant que nous n'arrivons pas, entre guillemets, totalement vierges, puisque nous arrivons avec un bagage transgénérationnel. Ce bagage transgénérationnel vient conditionner à la fois nos parents, mais vient également, quelque part, déposer en nous comme des formes de contrats que nous ne sommes pas obligés d'accepter, mais
de par la génétique, certains vont prendre, voilà, et vont se mettre à jouer des scénarios pour être en lien, parce qu'il y a toujours une question de lien. Ces sous-personnalités qui se construisent ne sont là uniquement que pour nous permettre de garder du lien avec nos parents et donc, quelque part, nous couper un petit peu de nous-mêmes. Donc, tout le transgénérationnel vient conditionner également toutes ces sous-personnalités qui se manifestent dans nos relations de tous les jours. Mais c'est surtout dans la relation que nous avons à nous-mêmes. Et donc, c'est une relation en fait incomplète, puisqu'il y a plein de parties de nous dont nous ne sommes pas conscients. Comme si nous étions une mosaïque et qu'une grande partie de cette mosaïque échappe à notre conscience. D'autant plus que là, on vient de parler de l'inconscient, on va dire transgénérationnel, donc ça nous amène à l'idée de l'inconscient collectif. Et ça nous ramène encore, et on le redit souvent ce soir, à cette idée que ces aspects différents de nous, hein, qu'il y a dans l'énergie, dans notre façon de penser, inconsciente surtout, ça nous renvoie à tous les aspects qui sont dans l'inconscient collectif, ce qu'on peut appeler les archétypes, ce qu'on peut appeler la mémoire collective. Et donc, nos sous-personnalités sont chargées de mémoire de notre histoire, sont chargées de mémoire de l'histoire de nos ancêtres et sont chargées de l'histoire, on va dire, de l'humanité. Et on peut aller, plus on va tirer le fil au niveau de la dimension spirituelle, hein, ça dépend de l'expérience de chacun, et en sophroanalyse, ça va dépendre de ce que vous raconte la personne. On peut aller très très loin dans des mémoires dites karmiques, qui peuvent être plutôt des dimensions, on va dire, qui se manifestent dans d'autres plans de conscience de manière quasi simultanée. Donc on a finalement peu conscience de nous. Et c'est là où faire un voyage en soi-même, c'est une immense aventure. Parce que cette plongée dans l'inconscient, non seulement nous ouvre à notre richesse, parce qu'il ne s'agit pas de voir simplement nos différents aspects comme des aspects qui sont en guerre. Hein. Ils sont pleins, ils nous ont permis aussi d'être au monde, ils nous ont permis aussi de créer, ils nous ont permis de développer des tas de belles ressources. Donc, il s'agit à la fois de plonger en nous-mêmes, et cette plongée en nous-mêmes nous ouvre à un voyage, on va dire, à une découverte d'un univers complètement inattendu qui peut nous mener, on va y revenir, à cette conscience d'un soi qui est vraiment dans l'unité avec le monde, qui n'est plus contre, qui n'est plus en guerre, qui n'est plus dans la conscience d'être séparé ni de lui-même, ni des autres, mais qui peut avoir conscience de sa diversité, de sa donc pluralité, de son extrême dualité, tout en contactant quelque chose qui, à l'intérieur, ressemble à ce socle de lumière et à la fois une respiration à la fois physique et énergétique dans laquelle nous vous avons invité au début de ce partage. Et que donc, il s'agit d'aller à l'intérieur de soi. Et c'est là où justement se présente un nouveau couple intérieur. Il y a celui qui voudrait se connaître, aller mieux, être bien, s'épanouir. Et puis, il y a l'autre qui a peur d'aller à la rencontre de cet inconnu que nous sommes. Et notamment d'aspects qui peuvent parler de blessures ancestrales très importantes. Et c'est là où la sophroanalyse intégrative propose un chemin dans lequel, justement, le fait de respirer, de se mettre dans un état de conscience modifié grâce à des respirations qui viennent de la méditation, qui viennent de la sophrologie, dans un état, on va dire, d'ouverture à soi-même, du fait que le mental va un peu baisser sa garde, que le corps va être dans un état relaxé, je vais pouvoir aller à la rencontre de ces différents aspects de moi. Donc, là, tout ce qu'Alain vient de décrire, c'est ce qu'on appelle se mettre en disponibilité, c'est-à-dire se rendre disponible à soi-même.
Et donc, comme nous avons plusieurs mois, vous pouvez me dire, oui, mais à partir de quel mois je me rends disponible? Parce qu'effectivement, si je suis identifiée à une des sous-personnalités et que je ne le sais pas, je peux croire que si je suis celle qui est dans, on va dire, dans tout ce qui est zen, détendu, Oui, oui. la Bouddha, Mhm. je peux me leurrer et croire qu'effectivement, je suis dans mon, comment dire, je suis dans un axe de moi-même qui peut accueillir la sous-personnalité différente. C'est là où on fait intervenir le corps, parce que lorsqu'on fait intervenir le corps, il n'y a plus justement, on va dire, il y a moins, en tout cas, d'identification possible à ces sous-personnalités. Il y a à l'intérieur de nous un espace qui s'ouvre et qui permet de nous rencontrer vraiment au-delà de ces identifications. Et comment on fait alors, Anna? On fait en sophroanalyse, on fait ce qu'on appelle un théâtre intérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comment dire, ouvrir la porte d'une immense scène où on va se déplacer, par exemple, dans la soumise. On va aller voir, non, on va aller voir la dragonne. On va aller voir la dragonne. Donc, la dragonne, à ce moment-là, si par exemple je m'invite à rentrer en contact avec la dragonne, voir que je vais, comme on dit, rentrer dans ses chaussures, c'est-à-dire en séance, par exemple, comme on fait en sophroanalyse, monter sur le coussin de la dragonne, il va y avoir inconsciemment, peut-être, dans mon corps, une posture, des émotions, des sensations dans certains aspects de mon corps. Je vais avoir un langage, une énergie qui va être celle de la dragonne. Et la dragonne, elle a ses lois, elle a son histoire, donc elle a des choses à dire. Peut-être que la dragonne va me rappeler quelqu'un. Elle va peut-être me rappeler ma mère. Elle va aussi me montrer que je suis peut-être dragon avec des personnes qui vont me rappeler qui? Ben, ma mère, mais quand elle était avec mon père. Ou alors, justement, mon père, qui lui était dragon avec ma mère. Et là, ça commence à se compliquer, me direz-vous. Et c'est pour ça que des fois, il y a des barrières. Parce que en face du dragon, il y a peut-être quoi? Une petite soumise, un petit animal tout apeuré. Et à ce moment-là, je vais peut-être avoir du mal à aller voir ce petit animal apeuré. Et là, en sophroanalyse, nous allons faire appel encore au souffle, mais aussi à une énergie très importante parce qu'il se trouve que autant la dragonne que le petit animal apeuré a besoin de reconnaissance et d'amour. Parce que la dragonne, c'est le résultat de la défense qu'a mis en place, sans le savoir, le petit animal apeuré. Et que cet animal apeuré a besoin avant tout de quoi? De bienveillance et d'amour. Et ce n'est que justement en allant reconnaître en nous que ça existe aussi, cette bienveillance, cette compassion pour nous-mêmes, notamment par la méditation, comme vous avez pu peut-être l'expérimenter tout à l'heure, que nous allons pouvoir entrer avec cet aspect opposé et que peut-être ils vont avoir petit à petit ou d'un coup, ça arrive, la capacité de dialoguer. De dialoguer de quoi, justement? De dialoguer de tout ce qui nous empêche d'être en lien ensemble, de tout ce qui nous empêche de pouvoir communiquer. C'est ce qu'on appelle des croyances. Ben, tiens, si je rentre en lien avec la soumise, la vulnérable, eh ben, je risque de me faire piétiner par tout le monde. Si j'accepte cette part de moi, par exemple, ça voudrait dire que je suis faible. Et peut-être que dans mon histoire, cette personne qui était faible, ben, c'était papa. Donc ça voudrait dire que je serais comme mon père et que je me laisserais marcher sur les pieds. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de l'enfant qui a choisi, dans ce cas-là, dans cet exemple, de s'identifier par exemple à la mère dragonne parce que c'est ce qui lui permet d'exister au nom de la société et de se développer. Et dans sa dragonnerie, en restant par exemple dans le dragon et en restant dans la colère qu'il y a derrière le dragon, eh bien, elle reste loyale à maman. En lien avec maman. Et il y a quelque chose là qui se tord un petit peu, parce que c'est justement
du coup, en étant dans cette colère ou dans toutes ces énergies qu'il y a autour de la dragonne, hein, qu'il y a un lien d'amour qui se tord. Une perception du lien qui se tord. Donc ça, c'est important à comprendre parce qu'on peut rester justement, je me souviens d'un client qui me disait, qui avait pris conscience d'une chose, il me dit, mais en fait, si j'ai cette violence, si j'ai cette colère, c'est pour rester en lien avec ma famille, pour appartenir à ce clan. Parce que dans les relations, dans la famille, c'était comme ça. Donc lui-même restant comme ça, surtout intérieurement, parce que de l'autre côté, il avait développé le bienveillant qui était plein d'amour avec les autres, hein, et restant en conflit avec lui-même, il restait donc inconsciemment en lien d'amour avec sa famille, mais au travers de la colère, donc au travers de quelque chose qui finalement le limitait dans son développement, dans son expansion, dans son épanouissement, dans sa paix. Parce que ce n'était du coup pas paisible du tout. Donc plus on va rentrer en nous-mêmes pour aller à la rencontre de ces parties de nous qui en fait fonctionnent toutes ensemble, elles ont tout un rôle à jouer, elles ont toute une mission et que ces missions-là en fait permettent de se défendre de l'une de l'autre. Si on arrive petit à petit à créer un aspect, une énergie qui nous permette de les reconnaître déjà, hein, parce que ça c'est déjà très important, on peut arriver pas à pas à l'accepter. L'acceptation de ces aspects de nous, c'est la clé, le passage, on va dire, obligé de la paix. On ne peut pas trouver la paix sans passer par l'acceptation. Parce que ce qui crée le conflit, c'est justement le refus. Et que ce refus, cette guerre intérieure, c'est celle que l'on projette vers autrui, que l'on transfère. On va transférer la dragonne maman sur peut-être la dragonne patronne à laquelle je serai soumise. Je vais projeter papa soumis sur les personnes au boulot dont je serai le supérieur. Je vais peut-être également me projeter des parties de moi-même lorsque je deviens dragon avec mes enfants. Donc, c'est parce qu'il y a le refus qu'il y a la guerre. Et ensuite, l'acceptation, on va dire, n'est pas suffisante. L'acceptation, on va dire, c'est un bon début. Ensuite vient l'amour. Et pour qu'il y ait cet amour-là, il faut que j'ai pu en faire l'expérience. Et même dans la pire des histoires, nous pouvons trouver dans notre enfance des moments où nous nous sommes sentis aimés et que c'est une énergie qui est là. Et ça peut nous ouvrir la porte à quelque chose qui, si je tire très très vite le fil, je vais aller à ce moment-là dans une dimension qui est beaucoup plus spirituelle et qui dirait que nous sommes par essence des êtres d'amour et de lumière. Et que nous reconnectant à cette essence-là, si nous sommes dans cette conscience-là, alors nous pouvons nous en servir, non pas pour masquer les choses, mais au contraire pour les mettre en lumière, pour les baigner de lumière, pour les reconnaître et justement mettre de la lumière sur toutes les illusions qui peuvent nous limiter dans notre existence. Et c'est cette pacification qui permet à ce moment-là, comme si vous enleviez petit à petit des nuages et des orages qui sont dans le ciel pour laisser la place à ce qu'il y ait là dans le cœur. Et encore une fois, on ne vous dit pas, Nathalie et moi, croyez à ça ou croyez à ça. C'est ce qui sera dans votre cœur qui est important. L'enseignement en sophroanalyse n'est pas là pour vous dire, voilà, reconnectez-vous à la Pachamama, ou reconnectez-vous au Christ, ou reconnectez-vous à tel ou tel guide. Non, c'est que la manière de faire va amener la personne à s'ouvrir à une conscience et à une dimension qui est la sienne. Et ça, c'est fondamental pour nous. Parce que, en fait, sinon, on plaque des croyances que l'on a soi sur l'autre. Or, on ne peut pas connaître totalement l'autre.
l'idée de la non-ingérence est très importante parce qu'on ne sait pas l'histoire de la personne, on ne la connaît pas. Et si on tire plus loin, on ne sait pas quelle est l'histoire de son âme. On ne sait pas quel est le plan qu'elle a. On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire dans sa vie, cette personne, si elle n'avait plus peur. On n'en sait rien. Tout ce que l'on peut faire, c'est justement nous-mêmes être disponibles à un questionnement qui la rend disponible à elle-même. Et plus on est disponible à nous-mêmes, notamment plus on se donne de l'espace en soi, notamment par des pratiques qui peuvent être la méditation, le tai chi, le longo, les respirations énergétiques, une démarche spirituelle, ce qui compte pour vous. Plus on va alors pouvoir justement faire en sorte, non pas de se débarrasser des nuages, mais de se diluer, de les laisser se diluer pour que puisse émerger, on va dire, notre grand soleil intérieur. Et si on prend conscience de ce grand soleil intérieur, il peut toujours pleuvoir. Parce que ce n'est pas parce qu'on aura reconnecté à notre unité, c'est pas peut-être qu'on aura reconnecté à notre âme, qu'on aura reconnecté à la source, à ce que vous voulez, que notre vie, dans notre dualité, va devenir d'un seul coup magique, sans aucune peur. Ça, c'est encore une sous-personnalité. C'est ça. Il y a des personnes qui me disent, moi, monsieur, je voudrais ne plus avoir peur. Et surtout, ils demandent à ce que je leur enlève leur peur. Non, ça, ce n'est pas possible. On est humain. Donc, l'idée, c'est pas d'enlever la colère, c'est pas d'enlever la peur. La peur, elle sera toujours là. Et elle peut être salutaire, cette peur. L'idée, c'est de changer la réponse à justement ces conflits qui peuvent être intérieurs, changer la réponse à ce que je peux observer dans le monde pour être le plus conscient possible qu'il y a justement dans ce cœur ce soleil et que je peux m'en servir pour éclairer ma journée, pour éclairer mes relations, pour éclairer mes réactions, et non pas dans le sens du jugement et donc du refus, mais dans le sens de la compréhension, de l'écoute, de la compassion, qui est très différente de l'empathie. C'est vraiment très différent. Donc c'est de changer cette réponse de guerre intérieure qui est en fait une organisation, on le rappelle, ces sous-personnalités, c'est une réponse à la peur de l'enfant et à son besoin de s'adapter pour rester en lien avec ses parents, avec la société, etc. Au-delà, on peut tirer ça sur l'histoire du transgénérationnel, voire l'histoire de l'âme, etc., selon ce que l'on a comme conscience, selon ce que vous raconte aussi une personne, si vous êtes praticien, mais de lui apporter une autre réponse qui serait celle de l'amour. D'un amour qui va de notre conscience humaine, de notre nature humaine, jusqu'à notre humain divin, si c'est votre chemin, si c'est votre compréhension, si c'est votre expérience surtout, et pas simplement un discours, un truc entendu, un truc de bouquin, quelque chose qui vibre, qui soit palpable. L'idée, c'est pas de trouver quelque chose qui nous fait nous barrer. Si nous sommes ici, c'est pour manifester notre humanité. C'est pour, dans cette dualité, dans cette pluralité, qu'elle soit individuelle ou totalement collective, de pouvoir manifester ce que nous sommes en essence. Qu'elle soit humaine ou humaine divine, encore une fois, selon votre propre choix. Parce que quelque part, à un moment donné, cela relève du choix. J'espère que ce que vous avez compris, c'est que voilà, nous avons différents aspects en nous qui se manifestent plus ou moins, que ces aspects prennent naissance donc à partir de notre enfance, conditionnés par des comportements parentaux, des comportements transgénérationnels, peut-être voire même des choses karmiques. Et que les ingrédients en tout cas que nous propose la sophroanalyse, c'est cette mise en disponibilité en cultivant la sécurité, donc via la méditation, via les respirations, via des mouvements comme la danse longo, pour vraiment bien s'ancrer dans notre corps pour pouvoir nous accueillir. Et l'élément clé aussi qu'on apporte en sophroanalyse, c'est la bienveillance.
Parce que sans bienveillance, je ne pense pas qu'on puisse aller bien loin. Si vous avez remarqué, il est souvent facile de donner de la bienveillance à l'autre et très difficile de s'en apporter soi-même. Tout le travail justement pour avoir un peu de pacification dans ces couples, dans ces conflits, dans ces guerres intérieures, c'est justement de tourner ce regard, voilà, de changer de regard sur soi et de se ramener cette bienveillance qui n'est pas de la complaisance non plus, mais c'est cette bienveillance qui va nous servir de socle pour pouvoir nous réunifier. Est-ce qu'il y a un partage, parce qu'on a pas mal d'étudiants, il y a même des sophroanalystes aussi qui pourraient nous partager leur expérience pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que nous, on a un peu de parti pris quand même, quelque part. Donc, c'est une super personnalité, ça. C'est l'acceptation. C'est chouette de se remettre dedans. Vous m'entendez? Oui, Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Et oui, le théâtre intérieur, je trouve que c'est vraiment une méditation qui fait sens et qui, moi, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de toutes mes sous-personnalités et toutes les facettes de moi, qui fait sens et qui, moi, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de toutes mes sous-personnalités et toutes les facettes de moi dans leur réconciliation. Et je dois être même encore, je continue d'explorer ces espaces. C'est sûr que le théâtre intérieur, je trouve que c'est vraiment une méditation qui fait sens et qui, moi, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de toutes mes sous-personnalités et toutes les facettes de moi dans leur réconciliation. Et je dois être même encore, je continue d'explorer ces espaces. c'est sûr que le voyage est long parce que nous sommes vastes, aussi vastes que l'univers, Carole. C'est dire. Après, je vous rassure, il y a un moment donné où il y a cette sécurité intérieure et cet amour pour soi qui s'installe, qui fait que ces sous-personnalités se manifestent encore, mais ont beaucoup, beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de demandes, qui fait que ça se résout sans qu'on aille chercher quelle est la croyance, quel est le besoin. C'est là où vous pouvez constater justement qu'il y a cette acceptation, cet amour qui s'est posé. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il reste un peu de la dragonne. Bon, elle peut se manifester parce qu'elle a peut-être besoin de quelque chose à dire. Et puis à un moment donné, ça revient au calme. Sinon, on part aussi dans une espèce de quête de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Et finalement, on ne fait que continuer à se taper dessus, quoi. Le but de la sophroanalyse, c'est aussi de vous donner des clés pour creuser un minimum, parce qu'il y a quand même des choses importantes à les déblayer, des choses importantes à les réinformer, mais qu'à un moment donné, c'est aussi d'accepter qu'on est dans un monde de dualité. Donc, à un moment, j'accepte que c'est part de moi, ça fait partie de moi, que je n'ai pas à choisir. Voilà, c'est de pouvoir être ce qu'on appelle dans son ancrage, dans son centre. Et si je suis la dragonne avec Alain ou avec je ne sais pas qui, eh bien, c'est pas grave, je continue à m'aimer. Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de retrouver cette complétude. Et cette complétude, on a oublié de vous le dire, sans partir dans des trucs trop spirituels, elle remonte au temps où nous étions dans le ventre de maman. C'était tout doux, plus ou moins, ça dépend des expériences. On était nourris, logés, à domicile, il n'y avait rien à faire. Voilà, c'est ce que nous recherchons tous quelque part, c'est de retrouver cet état de complétude. Pour la retrouver, il faut un petit peu aller déblayer toutes ces personnalités qu'on a mis en scène pour pouvoir retrouver une forme d'unité. Et si on tire encore plus loin le fil, parce que on va dire que ce stade fœtal, intra-utérin, où nous étions dans une complétude, qui peut être complétude ou pas, hein, plus ou moins, hein, ça dépend vraiment des expériences. On peut tirer le fil. Là, on va vraiment au-delà de la sophroanalyse, au-delà justement de nos émois, on va vraiment dans le soi et dans cette ouverture spirituelle à laquelle
ouvrir la sophroanalyse, c'est cette non-séparation avec ce qui correspond à notre essence en tant qu'être humain divin. Donc là, c'est vraiment on tire, on va au bout de ce que propose la sophroanalyse, de ce qu'on peut proposer aussi dans des stages comme le couple intérieur ou l'autre nature, ou dans ce qu'on pense mettre aussi, Nathalie et moi, en œuvre dans on va dire une troisième étape, un troisième niveau en sophroanalyse, dans cette dimension la plus énergétique et la plus spirituelle. On vous en reparlera pour ceux qui sont sophroanalystes ou anciens étudiants. Donc d'aller vers cette unité, vers cette reconnaissance en fait de qui je suis par essence, qui je suis par naissance. Et donc c'est un merveilleux chemin parce que quelles que soient les étapes par lesquelles vous passerez, je dirais, ne cherchez pas, et je parle aussi pour moi là-dedans, à avoir un objectif. Si je me mets un objectif, je crée déjà une sous-personnalité qui a une attente de ce que je voudrais voir au bout. Mais je me suis dit tellement de fois, mais en fait, comment je peux le savoir? Je ne peux pas le savoir. Encore aujourd'hui, je reconnais totalement dans mon humanité le fait que je ne me connais pas sans mes peurs. Du tout. Je ne sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'un jour, je vais me réveiller et que je n'aurai plus aucune peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'aurai encore peur d'un truc. Voilà. Ce n'est plus le problème. Il y a un moment donné, justement, le chemin, et notamment en sophroanalyse, nous amène à creuser, à aller voir notre histoire, à remonter le temps, remonter jusque dans le temps de nos ancêtres. À voir ce qu'il y a à droite, à gauche, là derrière ce truc-là, derrière cet aspect, d'aller voir ce qu'il y a derrière la main, au creux de la main, etc. Ok, c'est important. Il s'agit de prendre à un moment donné quand même nos illusions au sérieux parce qu'elles ne nous oublient pas, elles, de quelquefois couper les cheveux en quatre et nous poser des tas de limites. Ne pas oublier aussi ce rappel à l'unité, au cœur, à l'alignement, à la détermination à voir, et qui fait que finalement, ok, il pourra y avoir celui qui a peur, celui qui est aimant, c'est pas un problème. C'est pas un problème dès lors que l'on reconnaît à la fois la richesse de ce que l'on est, et à la fois qu'on a conscience qu'elle soit positive ou négative, une illusion reste une illusion, une croyance reste une croyance. Donc ce qui est important, c'est ce sur quoi je vais mettre mon attention, ce que je vais choisir de nourrir. Et ce que l'on peut choisir dans le pire des contextes que peut vivre l'humanité aujourd'hui et depuis des décennies, qu'est-ce qu'on va choisir de nourrir? Quelle conscience on va mettre dans la situation que nous traversons aujourd'hui? Quelle présence nous allons proposer à nous-mêmes et aux autres dans un contexte aussi agité? Ça, c'est pas moi à répondre pour vous, mais c'est justement là où nous avons le choix. Et c'est là que nous avons une capacité créatrice et qu'on peut aller se servir d'une personnalité qui peut nous y aider. Qui peut nous aider à nous donner du courage, de la patience. Tout à l'heure, j'ai écrit un mot à des étudiants qui vont bientôt arriver en formation. J'ai fini mon petit mot par ancrage, confiance et foi. Et donc, il y a de ça aujourd'hui, quelle que soit l'expérience qu'on va mettre, on peut choisir de pouvoir de cultiver notre ancrage, à la fois dans le quotidien et dans ce que nous sommes en essence, de cultiver la confiance et de cultiver la foi, que ce soit la foi que nous ayons en nous-mêmes ou que ce soit justement une foi qui nous amène à d'autres dimensions et nous apporte une autre nourriture.
Je voulais témoigner par rapport à ce que vous venez de dire et de rebondir par rapport à la découverte et à la recherche qu'on fait sur les costumes. Nous, on le fait là, on est en plein dedans en tant qu'étudiant. Et en fait, ce que je trouve en témoignage, ce que je trouve qui est bien en sophroanalyse, c'est vraiment, on va aller, on doit apprendre et on apprend, enfin, c'est pas on doit, mais on essaie d'apprendre à s'accueillir et à accueillir justement ces facettes de nous. Donc, on les découvre. L'idée, c'est de faire remonter à la conscience ces costumes qui avant on avait un soupçon, mais qu'on n'arrivait pas à démêler. Et grâce à tout ce travail que l'on apprend par la sophro, on arrive à démêler ces costumes et surtout à les accueillir, ces facettes de nous. C'est ça le truc, en fait, c'est prendre conscience quand est-ce qu'il se joue, à quel moment dans notre vie, et respirer de bon, là, je joue la dragonne, là, je suis la souris, et j'ai peur. Je respire cette peur avec ce que j'ai appris à respirer, avec la conscience, avec ce qui remonte de moi, de la naissance de cette souris, de ce que représente ce dragon, de la pulsion que je vais y mettre, et c'est respirer, ressentir et en prendre conscience. Voilà, c'est faire remonter, à la conscience ce qui vient de cet inconscient. Le lapsus, c'était intéressant, Kao. Se remonter. C'est vraiment se remonter. Ouais, ce chemin, c'est justement, et tu as utilisé deux mots qui sont importants, c'est la représentation. Qu'est-ce que représente cette dragonne sans citer personne, en cours l'autre jour, il y avait une personne qui disait j'ai contacté ma licorne. Voilà, une licorne un petit peu qui était une jolie licorne, mais en même temps, elle avait une corne de laser. Okay, comme ça. Bien, ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de cette licorne. Parce que qui elle représente, à quelle énergie elle renvoie. Et donc, voilà, dragonne, licorne, une personne avait contacté un petit chat. C'est comme le contact avec le parent bienveillant, ce parent bienveillant qui est vraiment comme cette goutte d'huile d'amour que l'on peut mettre entre des rouages qui sont tout rouillés et qui ne veulent pas communiquer entre eux. Eh bien, il se trouve que beaucoup de personnes contactent par exemple un chien. Et je me souviens de cette étudiante qui avait un grand berger blanc, un peu comme notre chien Mune, et comme parent bienveillant, et qu'au fur et à mesure de son cheminement, elle s'est rendue compte que l'énergie de ce berger blanc, ses qualités, etc., représentait un côté de son père. Et prenant conscience de ces qualités-là de cet animal, eh bien, finalement, elle a pu remettre du lien avec son père, chose qui était plutôt compliquée pendant quelques longues années, on va dire. Et que, donc, c'est ainsi que elle a pu en fait faire la paix avec elle-même et pardonner dans son histoire à son père. Alors, oui, parce que la vie, en fait, elle répond en plus. Enfin, elle t'amène de la projection, c'est-à-dire que voilà, là, tu vas avoir la projection de toi, de ton chien, mais peut-être que en plus, quand tu commences à prendre conscience, tu vas voir en effet avec une autre image que tu vas croiser dans la vie, dans la rue, une autre sensation que tu vas avoir face à quelqu'un, une autre émotion qui va monter, qui va te permettre, si tu deviens de plus en plus conscient, si tu prends conscience d'un de tes costumes, d'une construction de ton ego, d'une personnalité de ton ego, et ben, en fait, il y a des éléments qui vont se mettre sur ton chemin et qui vont t'ouvrir ce chemin à toi pour que tu puisses faire remonter à la conscience cet inconscient qui n'est pas complètement compris, parce qu'il y a des formes qu'on va comprendre, mais il y a une forme de... Voilà, comme il y a la double personnalité, il y a une autre image de soi qui va s'y confronter, qui ne va pas les laisser monter, qui va dire mais non, parce que tu es aussi ça. Donc après, on s'en mélange dans nos personnalités. Et la vie,
Et une fois que tu commences à prendre conscience, elle te fait le cadeau de t'ouvrir à ce que tu recherches dans cette conscience. Et puis après, il y a plein de personnages, il y a plein de costumes, on a un grand ego, un grand arc-en-ciel. Je dirais que c'est plus que la vie, c'est ton inconscient, parce que tu as commencé à travailler là-dessus, qui t'amène, parce que c'est de l'énergie, à aller vers les personnes les plus adéquates pour jouer ce que tu as besoin de jouer, pour libérer ce que tu as besoin de libérer, parce qu'il y a quand même cette pulsion-là, hein, même s'il y a l'autre qui veut quand même garder son truc qui n'est pas très top, mais qui est sécurité quand même, c'est la sécurité, mais on est quand même des humains, on est là pour grandir, pour croître. Donc il y a cette pulsion de vie, donc ton inconscient qui va t'amener les gens adéquats pour vivre ce que tu as à vivre, pour pouvoir réparer des blessures, pour pouvoir accepter cette sous-personnalité, en tout cas pour pouvoir la remettre à l'équilibre. Parce que là, ça nous dit une chose, ça nous dit que rien n'est séparé. C'est-à-dire que cette séparation intérieure, cette fragmentation intérieure, nous amène à croire que nous sommes aussi séparés du monde, hein, séparés des autres. À partir du moment où je me reconnecte à ma diversité autant qu'à mon essence, hein, je suis là, là-haut, ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je m'ouvre à moi, je m'ouvre au monde. Donc forcément, dans le monde, dans l'univers, comme on dit, va se manifester toutes les synchronicités. Mais ces synchronicités, je continue moi-même à les projeter parce qu'on reste dans la dualité. Ok, donc d'un seul coup, le monde me renvoie ce que moi-même je crée. Ce qui vit en moi. Ce qui vit en moi. Et que ce soit, et même dans une ouverture spirituelle, hein, ok, de contacter la multiplicité de ce qu'il y a dans l'invisible. Là, je dépasse volontairement et en conscience le cadre de la sophroanalyse, mais c'est juste immense. C'est incroyablement sans fin. C'est incroyablement diversifié comme énergie. Et à la fois, c'est un. Et à partir de ce moment-là, ben justement, il ne peut plus y avoir de séparation. À ce moment-là, je ne peux plus, en tant qu'humain, me séparer de la nature humaine. Donc, pour revenir à ce que disait Nathalie, je ne peux pas jeter un papier par terre parce que je suis la nature que je suis. Je suis le papier. Je suis le papier. Je suis le papillon qui risque de se poser sur le papier et d'être souillé. Je suis l'autre contre lequel je suis en colère, puisque c'est une partie de moi. Et c'est là où l'époque, mes amis, vient bien nous chercher. Hein. Ça vient bien nous chercher. Parce que dans cette hallucination totale, les gens qui pourraient, pour les uns ou les autres, soulever un peu de colère, voire de ras-le-bol ou de peur ou quoi que ce soit, eh bien, ce sont tous des gens qui sont comme nous, qui ont donc tous une essence, qui ont tous un cœur d'humain, qui sont tous peut-être, hein, selon les croyances que vous avez, etc., une âme, et qui ont tous besoin d'amour et qui ont tous besoin de notre pardon. L'autre, Macron, c'est moi, voilà. Et à un moment donné, donc à ce moment-là, est-ce que je peux, comment je me positionne? Et au-delà de ça, toute cette colère, toute cette peur, c'est moi. C'est aussi une partie de moi. Cette création ne vient pas que de Macron, ne vient pas que des Gilets jaunes, c'est aussi une partie de moi, puisque l'inconscient collectif nous réunit. C'est aussi ma peur à moi, c'est aussi mon côté Macron qui s'exprime à travers Macron. Voilà, c'est toute cette unité, toute cette sphère, en fait, c'est nous. Sauf que nous vivons comme parce que nous avons des corps, comme des personnes séparées les uns des autres. C'est pour ça que le chemin, quand on se dit sur un chemin d'unité et d'amour, il s'agit bien de bien se dire, de bien savoir et de bien respirer de quoi on parle. Hein. Parce que ça veut dire la non-dualité, c'est la non-séparation absolue avec tout et avec tous. Et ça, du point de vue, on va dire, philosophique ou comme expérience, ça vient bien nous pousser justement à des prises de conscience personnelles
Et, et on fait ce que l'on peut et du mieux que l'on peut dans notre humanité. Hein. Et que même si nous avons des grandes prises de conscience, le soir en rentrant chez nous ou pendant notre confinement, il faudra bien faire la vaisselle. De toute façon, laver nos vieilles casseroles sales. De toute façon. Et ça, on n'y échappe pas. Et ça peut être, on peut en faire justement soit un truc éprouvant, soit quelque chose, au contraire, qui soit épanouissant vers de la création le plus positive possible. Et c'est ce que je vous souhaite. De toute façon, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous marchiez je ne dirais pas sans inconvénient, parce que c'est un chemin où on est confronté à soi-même. De toute façon, on est confronté. On ne peut pas faire un chemin vers l'unité sans qu'à un moment donné, on passe par des hauts et des bas. Même si vous voulez atteindre l'Everest, il va bien falloir à un moment donné, je vais employer un vilain mot, en chier quand même un peu. Hein, mais il n'y a pas non plus l'obligation de souffrir sur le chemin de l'unité. Mais forcément, quand on touche des blessures, eh bien, ça va grincer un peu. C'est normal, c'est humain. Mais le chemin est beau. Même si on ne connaît pas la destination, on peut se dire que de toute façon, il ne conduira jamais qu'à vous-même et au regard que vous porterez que l'on porte sur soi-même et à ce qu'on y trouve. Et ça, ce n'est ni à Nitani, ni à moi, ni à aucun sophroanalyste, ni moi-même, ni aucun praticien à vous le dire. Parce que tout ce que vous êtes, vous le savez déjà, sauf qu'il faut à un moment donné un petit peu faire silence, respirer, oui, respirer pour pouvoir écouter justement la parole du cœur, le langage de l'âme, ce qui vous parle. Je vous propose quand même, avant de se quitter, de respirer un petit coup ensemble pour justement demander à tous nos corps, à nos cœurs, de laisser tout ça faire son chemin, de laisser jusqu'au cœur de nos cellules s'imprimer ce qui peut-être dans la nuit va faire son chemin, va venir ouvrir, va venir éclairer ces aspects de vous, parce qu'il n'y a aucun aspect de nous-mêmes qui ne mérite pas notre attention. Chaque aspect de nous-mêmes mérite toute notre connaissance, toute notre attention, tout notre amour. Et que ce que nous avons de plus beau à offrir aux autres, c'est justement cette conscience que nous pouvons mettre de l'amour sur ce que nous sommes et sur tout ce que nous regardons. Respirez profondément pour laisser cela se glisser dans vos magnifiques cœurs, jusqu'au cœur de votre âme dans le cœur, et de vous souhaiter une belle fin de soirée, voire une belle nuit, de vous remercier tout et chacun du monde qui est parti en cours de route, mais vraiment ravi, merci.